La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Et aujourd'hui, je reçois Louise et Robin. Bonjour. 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 Bonjour à tous les deux, vous êtes trop mignons. Merci. Vous êtes venus ensemble aux rencontres et je vous laisse vous présenter. Très bien. Tu commences ? Allez, je commence. Donc moi, je m'appelle Louise Dautieux. Je suis en doctorat à l'Université de Nanterre, en deuxième année de thèse. Et donc, je travaille sur la prise en compte de la parole des enfants en contexte urbain. Et mes deux terrains de recherche, c'est Paris-Est, donc on va dire le 19e arrondissement et la ville de Pantin surtout. Je suis le conseil des enfants pantinois. Et mon deuxième terrain de recherche, c'est la ville de Montréal. Ok. Robin ? Et moi, je suis pas du tout dans la recherche, je suis vraiment au côté pratique. Et donc, je travaille au CAUE de Paris, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et je travaille sur des projets de végétalisation de cours d'école, donc des cours oasis, et aussi sur des projets de rue aux enfants, rue aux écoles, et d'autres projets un peu annexes, mais auxquels on fait aussi appel aux enfants pour donner leur avis. Voilà. Très bien. Et vous êtes venus aux rencontres pour vous inspirer, principalement. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas participé activement à l'organisation, etc. Mais on connaît bien sûr la Fabrique des communs pédagogiques qui a organisé l'événement. On est venu parce que c'est des sujets qui nous intéressent, qui sont en lien avec nos travaux. Et puis pour avoir aussi récolter des ressources et puis rencontrer des personnes. Et puis bon, on voit que c'est quand même un petit réseau parce qu'on croise plein de personnes qui sont soit en contact avec nous dans le milieu du travail ou des connaissances, donc voilà. Ouais, c'est ça, vraiment pour récolter des outils, voir ce qui se fait à côté. Et moi, perso aussi, parce que j'ai l'intention de rentrer dans l'enseignement un peu plus tard. Et donc aussi pour voir d'autres manières de faire cours que ce que moi j'ai pu vivre plus jeune aussi, quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours et votre travail, c'est que vous êtes en contact direct avec des enfants, vous interagissez avec eux et vous travaillez même avec les enfants pour toi la recherche Louise et toi l'aménagement urbain. Alors, Robin, est-ce que tu peux commencer de me raconter un peu concrètement comment toi tu travailles sur le terrain avec les enfants ? Ok, je vais commencer par vraiment le projet principal qui est la végétalisation des cours d'école. Chaque CAUE a sa méthode, mais la plupart des CAUE font ce type de projet. Nous à Paris, ce qu'on fait, c'est que on va commencer par faire 5 ou 6 ateliers avec les enfants. En général, on va prendre soit les éco-délégués, soit des volontaires dans chaque classe. En tout cas, on essaie d'avoir des filles, des garçons et surtout différents âges. Et ça va être un groupe qu'on va suivre donc sur plusieurs séances. Avec une première partie de sensibilisation sur toutes les questions de réchauffement climatique, d'îlots de chaleur, des questions un peu sur des termes comme ce que c'est qu'un sol perméable ou non, les intérêts de la végétalisation en ville, voilà. Donc vraiment de la sensibilisation. Et puis à partir de la deuxième séance, on va commencer vraiment le projet par donc un diagnostic de leur cours, donc diagnostic des usages, qui fait quoi, où, est-ce que c'est les plus grands, les plus petits, les filles, les garçons qui font telle ou telle activité. À la suite de ce diagnostic, on va faire souvent une visite d'une cour qui a déjà été réaménagée. Donc là, c'est un peu pour stimuler leur imaginaire. Et voilà, ça peut être un peu difficile pour eux de changer de paradigme pour leur cours. Donc ça leur montrer autre chose. Et ensuite, on rentre vraiment sur du projet, donc avec une partie intention de projet à base d'images de référence, que ce soit d'espace public ou d'autres cours d'école. Comme une espèce de book d'inspiration. C'est ça. Voilà, on a des inspirations, par exemple, catégorie jeux, et on met plein de types de jeux. Catégorie se reposer, on va mettre plein d'espaces qui permettent ça. Catégorie se rencontrer, catégorie... il y en a plein d'autres. Voilà. Mais donc voilà, ils vont commencer un peu à choisir ces références par petits groupes. Et ensuite, à partir d'un plan vierge de leur cours d'école, ils vont essayer de commencer à dessiner un projet qui contient en fait les références qu'ils ont choisies. Donc vous faites les maquettes avec les enfants. Voilà, et à la dernière séance, ils récupèrent les plans qu'ils ont faits sur le temps précédent et ils le montent vraiment en maquette, donc en 3D, quoi.
Ouais. Voilà. Eux-mêmes. Ouais. C'est possible. Donc vous les mettez devant des ordinateurs. Ah non, maquette physique. Ah oui, excuse-moi, physique. Parce que moi 3D j'étais. Oui, on leur file du carton, des bouts de bois, des cutters. Ça dépend de quel âge, mais de quoi découper, de la colle, et puis ils débrouillent très très bien en fait. Ouais, super. Voilà. Ok. Et après, seconde étape de. Enfin voilà. Donc ça c'est la partie avec les enfants vraiment. À partir de toutes ces maquettes, parce que du coup chaque groupe fait sa maquette, moi j'établis un peu des grandes tendances dans ce qu'ils souhaitent en termes de spatialisation, mais aussi en termes d'éléments, de mobilier, d'usage. Et puis je dessine différents scénarios pour la future cour d'école. Ces scénarios, je viens les présenter aux équipes enseignantes, aux équipes de surveillants, aux agents d'entretien. Et en fait, on rediscute de ces scénarios, on sélectionne, on élimine certaines choses qui leur semblent compliquées à mettre en place, à surveiller, ou vraiment qui peuvent les rebuter, ou au contraire qui vraiment ils apprécient fortement. Et donc à la suite de ces échanges, je redessine un dernier scénario qui prend en compte toutes ces contraintes et tous ces affects. Ouais. Et c'est ce scénario-là qui est envoyé en fait à la ville, qui elle va faire les études techniques derrière de réalisation, donc en termes de pollution des sols, en termes de réseau, en termes de coûts. Et du coup, sur une période, là au commencement, quand tu rentres en contact avec les enfants, toute cette période-là que tu viens de me dire, c'est combien de temps ? Ça dépend. En fait, on s'adapte beaucoup aux écoles qu'on a. Certaines écoles préfèrent faire vraiment un atelier de temps en temps, et donc ça peut prendre, 2 mois et demi pour faire juste les ateliers enfants. Et d'autres écoles préfèrent faire un condensé, où par exemple pendant une semaine on va faire un atelier tous les matins. Okay. Ça dépend vraiment des écoles. Ok. C'est quand même assez rapide, 2 mois. Ouais, ça reste. Et ce qui est long, et la période et le moment où la mairie donc doit faire toutes ces études. C'est la partie la plus longue. Voilà. Ouais. C'est quoi ? C'est 1 an ? On va dire que pour un projet classique, imaginons là je commence la concertation avec les enfants en janvier. Je pense que j'aurais fini la concertation avec les adultes en avril grand max, et puis ensuite il y a à peu près un an, un peu moins d'1 an d'études de la ville. Il y a des échanges qui se font en fait entre eux et nous, et avec on peut aussi retourner voir les équipes enseignantes. Et en fait les travaux se font 1 an et demi après, donc pendant l'été. Pendant l'été en général. Voilà. Okay. Tous les travaux se font pendant l'été. Et donc les enfants ne voient pas le chantier, mais quand ils reviennent, la cour a changé. Évidemment, il n'y a pas forcément les plantations, parce que l'été, c'est pas la meilleure période pour, mais donc voilà. Et après, il y a les plantations qui se font aux vacances d'automne. Ok. Voilà. Et donc, à la suite de ça, la cour est finie, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça prend 1 an et demi, 2 ans, quoi. Oui. Grand max. Ça dépend de quand on commence la concertation, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Comme on en fait tout le long de l'année. Et tu m'as pas dit si c'était maternelle, primaire Maternelle, primaire, collège. Collège, ouais. Et là, on essaie de se lancer aussi sur les crèches et les lycées. Il y a un premier lycée là qui vient d'être lancé, et les crèches, on cherche encore quelle crèche serait prête à faire le projet, quoi. Alors, je voudrais te dire, les crèches. Ouais. Qui va faire les maquettes ? Les enfants. Les enfants. Après, ça va pas forcément être le même format de maquette. On peut leur donner des éléments préfets qui viennent placer, disposer, combiner, peu importe. Mais l'idée, c'est quand même qu'ils fassent une création et qu'ils spatialisent eux-mêmes, quoi. Voilà. Génial. Et évidemment, c'est des méthodes qui sont un peu différentes, mais on essaye quand même de partir de leur création, de leur volonté initiale, quoi. Alors, moi qui ne connais pas vraiment ce métier-là, même cet organisme, avant que tu m'en parles, moi je suis un parent ou je suis enseignante et j'ai envie que tu viennes, on a un problème, comment ça se passe en fait ? Est-ce que c'est vous qui venez ? Est-ce que je fais une demande ? Comment on fait ? Alors, ça va dépendre des départements, parce que du coup il y a un CAE par département. Voilà. À Paris, ça se passe vraiment de manière plutôt descendante. C'est la ville qui choisit les établissements qui vont être transformés, la ville et donc les arrondissements en fait. Et voilà, donc nous on va dans les écoles qui nous ont donné, et puis on fait ce projet, quoi. Ouais. L'avantage, c'est qu'en fait quand ils nous donnent une école, on sait que derrière il y a le budget et qu'on ne leur fait pas les ateliers pour rien, c'est qu'il va y avoir les travaux, quoi. Oui, voilà. C'est sûr. Ouais. Voilà. Et donc il y en a quand même pas mal qui ont été faites. Là, d'ici quelques mois, on va arriver à la 200e dans Paris. Voilà. Oui, quand même. Ouais.
D'ailleurs, si vous voulez voir l'Observatoire des cours Oasis pour avoir des exemples, n'hésitez pas. Et c'est où ? C'est sur Internet. C'est sur Internet, ouais, ok, l'Observatoire. Voilà. Tu connais le site ? Tu peux dire le site Internet ? Non, t'as juste l'Observatoire des cours Oasis.fr, okay. Je pense. Quelque chose comme ça. Ok, ouais. Merci Robin. Je vais passer à toi, Louise. Ouais. Alors toi aussi, en fait, tu as, par ta thèse, c'est bien ça, tu vas sur le terrain et tu vas à la rencontre des enfants. Alors, dis-moi, toi, comment ça se passe ? Oui, exactement. En fait, rappelle-moi juste ton sujet de thèse. Ouais, mon sujet de thèse, c'est questionner en fait la prise en compte de la parole des enfants dans les questions politiques et notamment en matière d'aménagement urbain, mais pas seulement. Et en fait, souvent dans l'univers de la recherche, quand on s'intéresse aux enfants, on fait souvent de la recherche sur les enfants, mais plus rarement avec les enfants. Et donc, il y a vraiment un enjeu en fait à aller travailler son projet de recherche au contact des enfants et puis surtout à les considérer comme des partenaires fiables dans la recherche, c'est-à-dire qu'on peut en fait prendre en compte et prendre en considération la parole des enfants dans sa recherche et la mettre à la même hauteur, à la même valeur que la parole d'une personne adulte. Et donc ça passe évidemment par tout un travail et tout un protocole de recherche. Il y a une personne qui a vraiment mis ça en avant de façon assez intéressante, c'est Caroline Caron, qui parle d'injustice épistémique, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'injustice où on considère que les enfants, la parole des enfants n'a pas la même valeur que celle des adultes. Donc moi, dans ma recherche, j'essaye vraiment d'aller à la rencontre des enfants et de les interroger. Donc j'ai fait des entretiens avec tous les enfants du Conseil des enfants pantinois avec qui je travaille. Et donc il s'agissait vraiment de faire des entretiens comme je pourrais le faire avec une personne adulte, mais évidemment il y a des protocoles qui sont importants à mettre en place pour que l'enfant se sente à l'aise aussi, parce qu'avec le gap générationnel, on ne pourra pas défaire cette différence d'âge qui existe quoi qu'il arrive, mais il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour que quand on est en entretien avec un enfant, il se sente à l'aise de parler. Par exemple, mettre la grille d'entretien tout simplement entre nous, pour que l'enfant puisse la voir aussi. Donc moi je le fais avec des enfants qui ont entre 9 et 12 ans, donc qui savent lire, etc. Et puis déjà bien expliquer ma posture. Puis c'est important aussi par exemple le lieu dans lequel on va faire l'entretien, que ce soit un lieu qui soit familier, où l'enfant il se sent bien. Donc moi là c'est dans les centres de loisirs. Voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place pour que les enfants soient plus à l'aise. Si aussi la possibilité de le faire les entretiens en groupe ou de passer par le dessin, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise à l'oral ou alors dans un rapport individuel. Donc c'est important de multiplier les matériaux et puis aussi de discuter avec eux de façon informelle en dehors des temps où on a le micro posé entre nous, parce que c'est tout de suite un peu plus impressionnant. Ce qu'on a fait, vous et moi en fait. Oui, juste avant de passer devant le micro. Oui, c'est vrai. Oui, on l'a fait, je rigolais pas. Hein. Non, mais oui. Ouais, c'est ça, c'est ce petit temps informel aussi de se rencontrer et puis aussi que les enfants comprennent bien qui on est, parce que la posture du chercheur ou de chercheuse n'est pas forcément connue en fait par les enfants, et donc souvent l'idée, moi le petit tips que j'ai trouvé, c'est de me présenter comme une enquêtrice un peu, qui viendrait pas résoudre un crime ou autre, mais plutôt juste travailler sur une grosse question avec eux, quoi. Et donc voilà, c'est très difficile de réussir à co-construire les méthodologies de recherche avec les enfants, mais autant que possible déjà qu'ils puissent identifier qui on est, et puis travailler avec eux et valoriser aussi leurs paroles dans les entretiens, et puis à la suite dans mon travail de recherche en fait. Alors tu en es où dans ce travail de recherche ? Donc là je suis en 2e année de doctorat, je suis encore en plein dans la phase de terrain et de récolte des données, donc pas dans la phase d'analyse de toutes mes données, et j'ai encore plein d'entretiens à mener, et je vais retourner sur mon second terrain qui est donc à Montréal à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et pourquoi Montréal ? Montréal parce que en fait le territoire québécois, c'est vraiment un territoire où il y a énormément d'initiatives en termes de participation citoyenne, et encore plus à destination des enfants et des jeunes. C'est vraiment un territoire qui est très dynamique. La ville de Montréal avait construit en 2016 une politique de l'enfant. Qui est vraiment l'idée, c'était d'avoir un filtre dans lequel passeraient toutes les politiques publiques de la ville de Montréal pour créer une ville qui soit plus adaptée aux enfants. Donc il y a vraiment beaucoup de démarches qui sont faites dans ce sens-là, et pour moi ça faisait sens aussi d'aller sur un terrain qui était un terrain francophone et qui opère aussi à des circulations de modèles en fait en termes de participation citoyenne. Donc voilà. Est-ce que tu as des attentes ? Enfin, tu as t'as un objectif à Montréal ou...
Ouais. Tout à fait. En fait, je vais suivre pendant toute la période où je serai là-bas un dispositif participatif qui, lui, vise à adapter les bibliothèques de la ville de Montréal aux besoins des enfants. Donc, il y a un kit de concertation qui a été développé par une agence qui s'appelle Concertation Montréal, qui est un peu la plus grosse agence de concertation de la ville de Montréal et qui travaille entre autres avec du public jeune et avec des enfants. Et ce qui n'existe pas en France Est-ce qu'on a un équivalent C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des équivalents, mais qui seraient peut-être plus de l'ordre associatif, comme les CAUE. Je ne sais pas si Robin, tu as d'autres exemples en tête. Les CAUE le font beaucoup. Il y a aussi des petites structures non associatives qui peuvent le faire. Mais c'est peut-être moins généralisé, ça va être au cas par cas. Si, je pense aussi à des cris des villes, mais pareil, plutôt dans le cadre associatif. Les cris des villes, le bruit du frigo, Ouais, exactement. Et donc, non, c'est un équivalent. Enfin, il n'y a pas vraiment d'équivalent justement de concertation Montréal. C'est vraiment une. Mais ils font pas que de la concertation avec les enfants, hein, mais beaucoup. Et donc voilà, l'idée c'est de suivre un peu tout ce projet sur les bibliothèques à hauteur d'enfants et comment adapter les bibliothèques aux besoins. Ouais. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte que les bibliothèques, c'est un espace public, entre guillemets, comme un autre. C'est pas un espace qui est certes extérieur, mais ça reste un espace public, accessible, et qui peut être un espace ressource pour les enfants, parce qu'on parle beaucoup des écoles, des parvis d'école, des rues aux écoles, etc. Et en fait, ou alors du chemin de l'école, de la maison jusqu'à l'école. Mais on a tendance à oublier aussi que tout ça peut se créer dans un maillage fin et que les bibliothèques, ça peut être une ressource aussi dans ce maillage de la ville à hauteur d'enfants. Super. C'est passionnant. Et du coup, une thèse, j'imagine qu'on va retrouver ça. T'en as pour combien de temps encore là, du coup, 2 ans encore? C'est une bonne question, ouais. C'est ça, j'aimerais bien finir ma thèse en 4 ans. Donc, je dirais encore une année de terrain, analyse des données, puis une dernière année de rédaction. Et tout en continuant à côté l'enseignement dans l'université. Oui, c'est vrai, tu es enseignante aussi. Ouais, c'est ça. En cours d'urbanisme et géographie à Nanterre. Et ça me plaît énormément. Ok, et donc tu continueras après, même quand tu auras fini ta thèse? J'espère, j'espère de faire le parcours du combattant de l'université, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je vais essayer en tout cas. Ok. Super. Alors du coup, je vais passer aussi aux rencontres. Vous êtes venus voir plein d'ateliers hier, aujourd'hui et encore demain. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire peut-être un atelier ou quelque chose que vous avez vu qui vous a inspiré Alors perso, je pense qu'on est plutôt d'accord vu qu'on en a un peu parlé déjà. J'ai vu le regard complice. On allait voir une conférence hier en milieu de journée, je pourrais pas donner l'horaire, mais d'un monsieur dont j'ai oublié le prénom, mais qui est berger et qui parlait des enfants joyeux et un peu de... Il donnait un peu tout un argumentaire, que ce soit philosophique, psychologique, comportemental, sur de quelle manière en fait le fait de laisser un enfant libre dans ses activités le rend joyeux, et le fait de le rendre joyeux le rend aussi plus efficace, plus concentré dans son parcours scolaire et autres. Donc c'était assez touchant, parce que moi c'est un vieux monsieur un petit peu courbé qui est très jovial aussi, donc ça se prêtait bien au sujet. Qui nous a utilisé, nous, public aussi, comme test pour démontrer aussi ce qu'il... Quoi donc lui, il tournait beaucoup autour des 2 verbes crier et courir, qui sont 2 choses qu'on a tendance à interdire aux enfants, ne pas faire trop de bruit, ne pas courir partout, parce qu'on va casser des trucs, parce qu'on va déranger les autres. Alors qu'en fait, en fait, il y a énormément d'études qui montrent que ces 2 actions de courir et de crier, en fait, ont un bénéfice énorme sur plein d'aspects, donc que ce soit le bonheur pur et simple, mais aussi la concentration, la capacité à résoudre des problèmes et plein d'autres composantes. Et donc en fait, il nous a utilisé comme ça au début. Et vous avez couru et crié? Et on n'a pas couru, mais on a crié. C'est-à-dire qu'on était tous regroupés dans l'espace de conférence, et puis il nous fait allez-y, sortez. Et puis il commence à nous parler de Marcel Pagnol, et il commence à nous chanter une comptine. Et puis il nous dit je vais pas faire ça tout seul, donc il va falloir chanter avec moi. Et c'était accompagné d'une espèce de chorégraphie
géographie. Donc au début, on est un petit peu timide. Évidemment, on connaît personne, mais on suit quand même. Et puis il nous fait rechanter cette comptine à nouveau, cette fois en la faisant tout petit, donc avec des petits gestes, une petite voix, puis après en énorme, puis deux autres petits exercices comme ça. Et puis évidemment nous on est un peu perdus, on s'attend à une conférence à la base, donc c'est un peu spécial. Et en fait il nous fait rentrer à l'intérieur, il commence un peu sa présentation. Et justement, il nous dit, regardez, là, il n'y a personne qui parle, personne qui est sur son téléphone. En fait, il s'était un peu servi de ça pour nous démontrer justement le fait de... Oui. En fait, il vaut mieux se défouler, c'est valable pour les adultes comme pour les enfants. Il vaut mieux crier, courir régulièrement. Comme ça, dans les moments où on est censé être concentré et écouter, en fait, il n'y a pas de... Lui, utiliser la métaphore de la cocotte minute. En fait, soit on relâche la pression régulièrement, mais il faut que la pression s'échappe, soit en fait, on la ferme, on l'isole et on maintient la pression et à un moment où ça explose, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est pas l'objectif premier d'une cour de récré en fait ? Si, et malheureusement... Mais qu'on a oublié ? En fait, les cours de récré, elles permettent très peu ça. Les surveillants, les profs ont beaucoup peur en fait que les enfants se blessent. Pas tant que les enfants se blessent, mais plutôt que s'ils se blessent, qui portent la responsabilité derrière d'ailleurs. Mais donc on va chercher à les brider encore plus que ce que l'espace fait déjà. Et donc on essaye de les empêcher de courir partout, de se lancer des trucs, de crier. Voilà. Ouais, et puis les cours de récré standardisés aussi, elles permettent pas, je pense, de déployer sa créativité, son imaginaire et de se défouler aussi avec tous les besoins qu'un enfant aurait en fait et pourrait aussi exprimer dans un espace plus naturel et plus vaste. Donc il y a aussi tout cet enjeu en fait derrière le réaménagement des cours d'école d'avoir des espaces qui soient plus adaptés à ces besoins de mise en mouvement et ces besoins d'expression de la créativité des enfants, quoi. Alors j'ai un intervenant surprise. Ok, super. J'ai Thomas avec qui je fais le podcast. Bon, je vous écoute avec attention et j'ai des enfants et donc je me posais une question. Puisque depuis 2 jours, j'entends beaucoup parler des cours de récréation via des architectes, des collectifs comme Yaka Faucon, etc. Mais est-ce que l'espace de la cantine, il est réfléchi ? Parce que d'après les témoignages que j'ai moi directement de mes enfants, le mot d'ordre, c'est pas de bruit. Et l'aménagement d'une cantine, c'est des pièges à son au plafond. Pour pas que les tatas, donc à Marseille on appelle ça les tatas, c'est les femmes en rose qui font le service, deviennent folles au bout d'1 an de service. Donc en fait c'est le silence le mot d'ordre de la cantine, alors que pour moi la base de la convivialité c'est faire du bruit à table en mangeant et en buvant avec ses amis. Mais c'est interdit aux enfants. Voilà. Est-ce que ça c'est un truc qui est réfléchi à vos niveaux ? Merci Thomas pour la question. Oui, déjà merci. C'est hyper intéressant comme question. Personnellement, je travaille pas du tout sur les questions bâtimentaires. En fait, je travaille que sur des espaces extérieurs. Pour autant, je pense qu'on est sur les mêmes questionnements en fait que dans la cour d'école. Alors évidemment, on va mettre un mur d'escalade dans la cantine, mais on devrait pouvoir quand même laisser des espaces de circulation, en tout cas des espaces pour se retrouver entre amis et prendre l'espace plutôt sonore là cette fois dont on a besoin. Mais ce serait une question architecturale, j'imagine, de conception de ces espaces qui permettrait en fait de monter le volume sonore sans vraiment rendre les tatas folles. Pouvoir manger dehors aussi. Pourquoi on ne mange pas dehors Oui, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a quelques groupes scolaires. Alors moi, j'ai en tête plutôt dans des collèges, mais je pense que ça se fait aussi dans des écoles primaires ou maternelles. Où en fait il y a des cours de cuisine qui reviennent un peu. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant. Et là, je sais que ça reprend un peu en puissance là-dessus. Il y a des cours de cuisine où les enfants ils sont amenés vraiment à cuisiner et à donc cuisiner aussi pour les repas du midi parfois. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait se développer plus et aussi participer à cette activité manuelle-là et savoir que ce qu'on a dans notre assiette après, on l'a confectionné et savoir quels sont les ingrédients qu'on a utilisés pour le faire, etc. Je pense que ça pourrait être aussi une étape intéressante. Mais sinon, moi, j'ai pas non plus connaissance d'initiatives qui soient faites pour réaménager, repenser les cantines scolaires. Mais je pense que ce serait très intéressant. Ouais, très bonne question, Thomas. Tu interviens quand tu veux.
Ok, et ben on arrive bientôt à la fin. Et moi, la dernière question que j'ai l'habitude de poser, c'est que la première édition de ces rencontres, je ne sais pas si vous saviez, c'était à Poitiers. Aujourd'hui, là, cette semaine, nous sommes à Marseille. C'est tous les 2 ans. Et est-ce que vous avez une ville à suggérer pour les prochaines rencontres ? Pour nous, Paris, ce serait vachement pratique. Ouais. Mais vous êtes venu spécialement de Paris. Hein. Ouais. Première fois à Marseille. Ah, oui. Bordeaux, je pense, pourrait être propice. Il y a pas mal de projets avec les enfants en concertation. Nous, pour les cours d'école aussi, il y a pas mal de projets. Moi, je pense à la ville de Lille, qui est un peu devenue une sorte d'exemple de laboratoire de ville à hauteur d'enfants. On entendait encore parler de la ville de Lille en conférence tout à l'heure, donc je sais qu'apparemment c'est... Mais moi je vais y aller pour la première fois la semaine prochaine avec les enfants du Conseil des enfants pantinois. Pour rencontrer les enfants du Conseil de Lille. En fait, c'est une rencontre inter-conseil. Voilà. Et donc ils vont faire une visite aussi de la ville de Lille. Et je pense que ça pourrait être l'occasion effectivement pour les personnes qui se rendraient à ces rencontres de découvrir cette ville et les aménagements qui ont été faits et qui ont l'air de fonctionner aussi. Donc pourquoi pas la ville de Lille. Mais est-ce que les enfants de Lille vont venir à Pantin ? Alors c'est pas prévu dans ce sens-là, non. Dommage. Eh bien, merci à vous deux, merci Louise, merci Robin d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé votre expérience. Vraiment, c'était très chouette. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous invite à partager ce podcast et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.